Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Et aujourd'hui, bien sûr, on va encore s'attaquer sur une review d'un show que j'ai bien sûr également vu, ou peut-être que vous aussi. Et en bonus, bien sûr, vous n'aurez pas non plus qu'une seule review, ni deux, mais bel et bien trois, auxquelles je vais vous dire et vous en parler aujourd'hui. Donc voilà. Avant qu'on s'attaque directement au show principal auquel normalement je devrais en parler aujourd'hui et que bien sûr ça va attendre, laissez-moi vous en parler du show de la WWE Evolve auquel j'avais vu il y a pardonnez-moi, une semaine. Donc ça s'intitule Evolve Succession et auquel j'ai regardé. Et forcément, je vais vous dire, pour toute honnêteté, au début, j'ai cru que c'était un genre de PPV PLE, mais très vite, Wikipédia a vite corrigé leurs bêtises en disant non, on va pas mettre ça comme si c'était un PPV. C'est une immense connerie, sauf que trop tard, j'ai quand même vu ça passer, et du coup, je vais quand même vous en parler. Et attention, il n'y a que 3 matchs. Oui, 3 matchs pour un show, hein. Ce qui est assez faible, à vrai dire assez délaissé. C'est vrai que j'ai tendance à regarder chaque semaine, durant tous les mois, Evolve, mais je me dis, c'est vrai que Evolve, eux qui veulent faire améliorer les stars de demain, quoi, je vois pas où ça en est de si concret. Tout d'abord, le match pour le titre du monde de la Evolve entre Jackson Drake, donc oui, celui qui dirige The Vanity Project avec les Swapped Right, qu'il affronte un de ses anciens partenaires, Bryce Donovan, et auquel c'est lui qui bat justement Bryce Donovan. Ensuite, match numéro 2, c'est un bull rope match, donc un match à la corde avec une cloche à vache entre Date Wilder contre Brooke Johnson. Et forcément, c'est Date Wilder qui bat Brooke Johnson. Et enfin, le main event de la Evolve, c'est pour le titre féminin tout simplement, de la Evolve, entre Kendall Gray contre Kali Armstrong. Et tout simplement, je ne vais pas aller par 4 chemins, si ce n'est que c'est Kendall Gray qui bat Kali Armstrong. Kali Armstrong qui est la première championne Evolve. Et auquel, voilà. Donc voilà comment je pourrais résumer à ce show qui n'a limite aucun intérêt, si ce n'est qu'à citer. Donc voilà tout, ça c'était pour Evolve, même si ça servait à rien, mais je préfère quand même vous en parler. Et maintenant, le deuxième review auquel je vais vous en parler également, ce n'est pas du côté de WWE simple, mais du côté de la AAA, même si je sais que la AAA a été achetée par la WWE, je le sais très bien. Mais bon, donc la AAA, AAA, Asistencia Asesoría y Administración, Lucha Libre Worldwide, et le show qui s'intitule Eros Immortales. Donc le show des immortels. Je vais vous citer toute la carte, vu comment il n'y en a que 8 matchs. Le premier match, c'est un match Relvos Atomicos del Locard, donc avec Nino Hamburguerza et avec Pimpinella Escarlata, et bien sûr accompagné, enfin, la dernière c'est Lady Shining, mais qu'ils ont battu Dailis, Torius, Abismo Negro Junior, tout simplement. Le deuxième match, c'est un match simple entre Mascarita Segrada qui affronte tout simplement Mini Abismo Negro. Donc voilà tout. Ensuite, match numéro 3, c'est Galeno del Mal contre tout simplement El Fascal. C'est Galeno qui bat El Fascal. Match numéro 4, cette fois-ci, un match à 4, Fatal 4-Way, pour déterminer le prétendant numéro 1 au titre du monde poids lourd de la AAA. Donc il y a Laredo Kid qui a battu Lince Dorado, Aerostar et Jack Cartwheel,
Je crois que c'est ça, comment ça se prononce. Donc tout simplement. Et encore, bah, cette fois-ci match numéro 5. Triple menace pour le titre Triple A Reina des Reinas, donc la reine des reines. Lady Flammer qui bat Fabi Apache et Nati Neidhart, ou plutôt Natalia Neidhart, tout simplement. Match numéro 6. Lola Vice qui bat Chic Tormenta. Et numéro 7. Alors, je crois que c'est comme un genre de défi ouvert, un open challenge pour les titres du monde par équipe de la AAA. Donc, l'équipe des Psycho Clone Circus, donc le cirque des clowns, avec Psycho Clone et Pegano, qui affrontent les NGD, donc Nueva Generación et Dinamita, donc l'équipe composée de Sasson et Forastero. Je crois qu'ils viennent faire leurs armes à la New Japan Pro Wrestling, vu comment j'ai vu le logo marqué sur leur blonzo. Donc il me semble que ça vient de là. En plein match, c'est sûr que c'était carrément le bordel, parce que oui, vous le savez pas, mais tout était permis. Et ça n'a pas empêché d'avoir des interventions, notamment de euh, Mega Wolf et de... Comment il s'appelle encore El Messiah, et qui se font ensuite pris à la rescousse par les clowns qui viennent les sauver. Puis autour des clowns, les champions en titre qui vont s'occuper de leurs adversaires et qui vont les battre. Donc c'est sûr, c'est toujours eux les champions par équipe. Et à la fin, ils se font attaquer par les Wyatt Six. Pourquoi, comment, j'en ai aucune idée. Mais apparemment, il pourra y avoir un affrontement entre les deux mondes, univers parallèles qui peuvent s'affronter, entre le surnaturel et les clowns complètement terrifiants qui peuvent très bien plonger dans leur univers du surnaturel également. Donc voilà tout. Et enfin le main event, match numéro 8, pour le titre Mega Champion. Je croyais que le titre du monde poids lourd. Ah bon Le titre Mega Champion, c'est le titre suprême de la triple A, pardonnez-moi. Alors que je savais pas que le titre du monde poids lourd, c'était aussi un autre titre mondial pour la triple A. En tout cas, j'ignorais jusqu'à ce jour. Mais bon, The Dirty Dum Dum, Dominique Mysterio qui affronte Dragon Lee dans un combat très, très disputé. Et pourtant, ben, c'est toujours lui qui reste toujours champion. Malgré que le fait que Dragon Lee lui ait tenu tête. Et pourtant, il a utilisé de nombreuses stratégies comme utiliser la ruse, avec l'idée du marteau, de la botte, et pourtant il parvient toujours à ses fins. Cette fois-ci, on peut se dire que là, il a réussi à se débrouiller tout seul comme un grand, comme quelques matchs auxquels il a effectué. Comme par hasard, il prend son courage à deux mains pour effectuer lui-même le travail, bizarrement, mais de la manière la plus sale possible. Et d'ailleurs, je vous l'ai peut-être pas dit, mais au début, il y avait la présidente de la AAA qui fait encore un hommage à son frère. Puis, il y a El Hiro del Vikingo qui arrive et qui se fait huer par la foule. Je crois qu'il est peut-être passé du côté obscur, vu comment les fans en ont ras-le-bol de El Hiro del Vikingo. Et du coup, il va se taper une promo. Puis, il y a El Grande Americano, Ludwig Kaiser, qui arrive et qui fait aussi une promo. Et d'ailleurs, il est sacrément ovationné pour un qui n'est pas mexicain et ni américain. Donc en plus, El Hiro del Vikingo va le faire rappeler tout cela. Ça va partir en porte un wack possible. Puis c'est pareil à la fin du segment, vu comment tout le monde va rappliquer. El Grande Americano. Euh, El Hiro del Vikingo. Donc l'un va s'en prendre à Dominique, l'autre va s'en prendre à Dragon Lee. Donc, bien sûr, c'est le Grand Americano sur Dragon Lee et El Hiro del Vikingo sur Dominique Mysterio et inverse. Et puis, ils veulent se donner rendez-vous pour un prochain événement. Je crois que c'est un match par équipe. Je sais même pas si c'est un autre événement ou juste un match au weekly. J'en ai aucune idée vu comment je ne regarde pas les weekly de la AAA. Dommage pour moi et aussi malheur à moi également. Mais voilà tout, c'est tout ce que j'ai à dire sur le show de la AAA et auquel
Ouais, c'était sympa du fait qu'ils ont une identité propre à eux que de ce qu'on voit tous les jours du côté de WWE, parce que du côté de la Evolve, c'était pas top. Maintenant, la question auquel je vais vous poser, maintenant c'est le dernier show auquel je vais vous parler, c'est le show Halloween Havoc en 2025. Donc c'est ce show auquel on va parler. De toute façon, les deux autres shows auxquels je vous en ai parlé, c'est tous 2025. Et la question, est-ce que ce show était bon? Si vous avez aimé Halloween Havoc, faites-moi part de vos impressions en commentaire. Vous saviez de quoi faire, bien sûr. Je préfère avoir le cœur net et aussi avoir vos avis différents. Si vous avez aimé, tant mieux. Si vous n'avez pas aimé, tant pis. Si vous ne kiffez pas, ne regardez pas. Et puis c'est tout, comme dirait Booba. Tout simplement. Tout simplement. Alors, je vais peut-être citer quelques segments de ce qu'il y a eu à Halloween Havoc. Tout d'abord, c'était pas au début du show, mais je vais quand même vous le citer. Alors, je sais qu'il y avait un segment avec Kelani Jordan et Jordan Grace en coulisses, et comme quoi elle s'est fait éjecter des vestiaires et que maintenant elle a son propre vestiaire rien qu'à elle, vu comment elle a attiré de la hit en coulisses, parce qu'elle a rejoint le camp TNA juste pour se hisser un chemin vers les sommets. Du coup, les meufs de NXT n'en peuvent plus de son comportement. Celle qui la soutiennent le plus, c'est quand même Jordan Grace. Et pourtant, Jordan Grace n'est pas au mieux vu comment elle apprécie pas le mauvais comportement qu'elle affiche Kelani Jordan. Et du coup, en disant, ouais, le titre Knockout me va mieux sur les épaules, je suis une grande championne que toi, et gna 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 gna. Et pourtant, Jordan Grace va lui répondre avec une bonne gifle dans la gueule. L'air de dire, t'es peut-être championne, mais t'es pas encore officiellement une très grande championne Knockout. Et après, c'est, tu vas regretter. Bref, des trucs de gaminerie auxquels je n'aime pas du tout. Et sinon, c'est juste ce segment auquel ça m'a marqué. Ou sinon, le reste avec les segments avec Miles Born et Tyven 8, je préfère passer. Si ce n'est que je veux passer directement au match et passer aussi au stage. Tout d'abord, le stage de Halloween Havoc. Je trouve que ça respecte très bien le côté très Halloweenesque, si je peux me permettre. Bon, après, il y a toujours les fameux écrans, et pourtant même du côté de la AAA, il y a, mais heureusement, ils ont pris un petit peu les choses en grand. Et du côté d'Halloween Havoc, c'est pareil, ils ont mis les tombes, les genres de squelettes et des fausses araignées. Bref, ça représente bien le côté esprit d'Halloween. Là, au moins, je n'ai rien à dire à propos de cela, si ce n'est que je déplore complètement le ring. J'aurais préféré que même le ring aurait les cordes totalement différentes. Et ça, bien sûr, pourquoi je vous le dis ça, c'est parce que du côté de la TNA, eux au moins ils ont cet audace et la volonté de faire en mettant un show de couleurs par thème. Et du coup, du côté de la TNA, que vous appréciez ou non, ça respecte très bien le travail fourni. Pourtant, la TNA, qui était une grande fédération dans les années 2000, et que maintenant elle est réduite à une petite structure, dorénavant, même eux, ils savent mieux faire les choses que la WWE ne veulent plus faire du tout. C'est-à-dire faire des stages absolument loufoques, à part quand c'est un grand événement comme WrestleMania, mais sinon, les autres pay-per-view PLE d'aujourd'hui, on ne retrouve plus ça du tout, hein. Et d'ailleurs, j'aurais préféré que les cordes de la WWE changent au thème du show. Comme je voulais dire, la TNA, elle fait ça. Donc pour ça, il y a une raison de essayer d'apprécier la TNA, ou d'autres qui n'apprécient pas du tout, mais ça c'est votre problème. Mais bon, je vais pas commencer à critiquer, si ce n'est que je passe directement au premier match, parce que oui, je sais que je courbe les chines, et il faut que j'avance au plus tôt point. Le premier match, c'est un match par équipe entre catcheur WWE NXT contre catcheur WWE AAA. Et la première équipe, c'est tout simplement Jevon Evans et Leon Slater. Oui, une équipe de deux jeunes foufous, très dynamiques et qui s'entendent très très bien à merveille. Et qu'ils ont ce fameux délire de s'habiller en mode
martien, c'est un petit côté assez galactique, vu en sachant que Leon Slater aime aussi ce côté, les soucoupes volantes, l'OVNI, les extraterrestres, un peu comme à la manière de Kevin Knight. Donc oui, quand je vois tous les deux, je ne peux pas m'empêcher de dire, en fait, il y en a deux qui sont fans des ovnis. D'ailleurs, vous saviez, on m'appelle l'OVNI, bien sûr. Mais bon, j'ai pas envie trop vous dire ça. J'ai pas envie aussi d'attirer votre haine. Donc tout simplement. Et contre l'équipe de la AAA, tout simplement, il y a Mister Iguana, donc Monsieur l'Iguane, et LA Park, qui veut dire la Parka. C'est pas l'originel, hein. L'originel était un peu plus enveloppé, je crois. D'ailleurs, apparemment, il y aurait plusieurs prétendants au titre de la Parka au Mexique. Et pourtant, je peux vous le dire, quand je vois la Parka, je me dis, c'est dingue. Son costume, c'est sûr, il s'adapte très bien au show Halloween Havoc. Donc ça matche plutôt très bien. Donc, ouais, y a pas à dire. Pourtant, on peut aimer ce genre de match et de telles personnes, du fait qu'on les aime au moins humainement et pas autrement dire les personnes qu'on déteste le plus. Et aussi, il faut savoir, c'est que la plupart de quelques matchs, il n'y a pas d'histoire très profonde. Si ce n'est que entre les deux équipes, enfin entre les quatre hommes, certes, il n'y a pas une grande histoire derrière, si ce n'est que on veut vous affronter, on veut faire kiffer les gens. D'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait en faisant des petits pas de danse, des prises à tout vaille. Et pourtant, il y avait quelques prises un petit peu botchées. Je crois que c'était Mister Iguana. Il avait fait euh, une ou deux botches. Je crois que lorsqu'il a voulu se manger un slingshot cutter de la part de Jivan Evans ou de Leon Slater, je crois qu'il est très mal retombé. Et quand les deux, donc Monsieur Iguana et Jivan Evans, a voulu tenter leur double springboard, je crois pour Jivan Evans, c'est pour attraper la personne en plein air, ou Monsieur Liguane pour plutôt faire un genre de springboard coup de boule à la volée. Je crois qu'ils ont tous les deux loupé, mais je pense que c'était volontaire. Peut-être que c'était volontaire en disant ouais, les deux ils ont la même idée au même moment. Ça peut justifier ça, mais il y en a qui verraient ça d'un très mauvais œil. Donc c'est sûr, il y a beaucoup de changements en équipe, un peu de travail solide entre la Parka et Monsieur Liguane. Donc ça va se jouer là-dessus pour le Climax. Et si j'ai bien capté, je crois que Jivan Evans va s'occuper de la Parka, tandis que Leon Slater va s'occuper de tout simplement Monsieur Liguane et qui va effectuer sa Swanton Bomb 450 splash. Donc Swanton Bomb 450 splash pour la victoire tout simplement. Donc c'est victoire de Leon Slater et de Jivan Evans. Et d'ailleurs, certes, ils ressortent grandis. Pourquoi pas un affrontement entre les deux équipes, soit les Hardy Boys, soit le Dark Side pour les titres par équipe, vu comment ils ont l'air de nous teaser cela. Donc voilà tout. Ensuite, match numéro 2, et c'est un match où tout est permis, un match du jour des morts, qui est un jour très symbolique pour les Mexicains, et c'est toujours pour le titre nord-américain. Le titre latino-américain n'est pas en jeu, malheureusement. Entre Ethan Page contre El Hero del Dr. Wagner Jr. Donc oui, un affrontement très solide entre les deux catcheurs. Et je vais pas vous mentir, c'est sûr que Ethan Page est sur une bonne, sur un bon run, quoi. Je j'ai pas d'autre à dire, ce n'est que on peut l'aimer ou pas. Je trouve qu'il est sur un bon run depuis qu'il est arrivé. Ce qui est assez étonnant. Je pourrais pas dire non si jamais il soit dans le roster principal. Ça pourrait vraiment, mais vraiment mener à quelque chose, selon moi, et selon vous qui appréciez ou pas. Ça dépend que de vous et uniquement de vous. Mais je trouve qu'il irait très bien dans le roster principal avec ce côté très stratégique qu'il peut aborder. Il y a peut-être moyen. Pourtant, dans le match, c'était bon, du pur match un peu spooky. On sort certes les objets classiques et même utiliser le décor pour affaiblir ses adversaires.
Donc bien sûr en termes d'armes et en termes de trucs, je vais pas trop m'éterniser dessus, si ce n'est que en plein match, il va y avoir Ethan Page qui va saigner du front. Pourtant, il y avait un côté de son visage qui était peinturluré avec le drapeau, enfin la feuille du drapeau canadien et tout le reste semblant. Un petit côté, les personnes qui aiment célébrer les morts en se peinturant le côté un peu un peu muerté quoi. J'ai pas d'autres arguments à dire. Donc il y a ça qui m'a un petit peu marqué là-dessus. Et le deuxième truc qui m'a un peu marqué dans ce match, c'est quand Dr Wagner Jr. Utilise Ethan Page, notamment en faisant un nœud avec ses bras et ses jambes, et qui va le mettre comme si c'était à plat ventre. Il va lui placer une chaise au niveau des fesses et il va le faire un genre de running dropkick sur la chaise, et du coup bah, il va avoir mal au coccyx, Ethan Page, logique. Puis le troisième moment, c'est quand Ethan Page prend l'avantage psychologique, et il en a rajouté une à l'insulte, à l'humiliation, pour arracher le masque de Dr Wagner Jr., qui est un peu similaire et un petit clin d'œil à Rey Mysterio Jr. lorsque ce dernier va affronter Eddie Guerrero lors de Halloween Havoc en 1997, ou plutôt 97. Donc oui, la même couleur. Et pourtant, Ethan Page va lui arracher le masque et on va voir uniquement le front et les cheveux. Et ça, bien sûr, pour les Mexicains, c'est un signe du déshonneur, c'est un signe du manque de respect. Et du coup, il n'apprécie pas qu'on lui arrache son masque comme ça. Il est déchaîné. Il veut pas se laisser manquer de respect par ce Canadien arrogant. Donc il se venge, il se venge, il se venge. Et ça poursuit encore et encore. Et puis au climax du match, parce que je préfère aller directement à la fin, ils ont placé une table au niveau près du coin, enfin près du coin pour préparer un spot pour que la personne passe à travers la table. Donc ça enchaîne tout au tout. Et puis je crois que Ethan Page va retourner à la situation, prendre d'issue à son avantage au tout au point. Et je crois qu'il va lui balancer soit de la farine, du sel, de la poudre, enfin on ne sait pas quel genre de substance, mais en tout cas il lui a aveuglé les yeux, ça c'est sûr, et qui va effectuer sa cutter de la troisième corde, et que c'est Dr Wagner qui passe à travers la table, et c'est au compte de 3. Donc c'est Ethan Page qui bat El Hero del Dr Wagner Jr. Et comme je vous l'ai dit, certes le titre nord-américain était en jeu, mais le titre latino-américain n'était pas en jeu. Et d'ailleurs, vous imaginez s'ils refont un rematch entre les deux, mais cette fois-ci où les deux ceintures sont en jeu, le titre Amérique du Nord de la NXT WWE est en jeu, et le titre Amérique du Sud, donc Amérique latine de la AAA, est également en jeu, et que le gagnant rafle le tout. Alors bien sûr, j'espère qu'ils vont pas nous faire une Pat Patterson, parce que pour rappel, Pat Patterson c'est le tout premier champion intercontinental de l'histoire, celui qui avait réunifié le titre Amérique du Nord et le titre Amérique du Sud pour ne former plus qu'un en titre intercontinental. Au cas où vous ne le savez pas, et auquel je préfère vous le dire, tout simplement. Donc maintenant, match numéro 3, et c'est pour le titre Amérique du Nord féminin, cette fois-ci, avec Blake Monroe contre Zarya, accompagné par Sol Ruka qui paraissent complètement blessés. Et d'ailleurs, c'était elle la championne en titre. Et vu comment elle n'était pas en mesure de défendre sa ceinture, elle préfère que ce soit Zarya qui la défende pour elle. Alors, pourquoi c'est venu ainsi? Du pourquoi, du comment? Bah, tout simplement, Sol Ruka s'était blessée lors d'un épisode de SmackDown, apparemment, dans un match par équipe entre elle et Zarya contre Charlotte Flair et Alexa Bliss, et auquel, par malchance, elle s'est blessée. Mais, pour être honnête, je sais même pas si c'est un work ou si c'est réel. Parce qu'on officialise un match, bien sûr avec cette incompétente de Ava Raine. Oui, je vous le dis, c'est une incompétente. Pour moi, elle n'en a aucune idée de ce qu'il fait, enfin de ce qu'elle fait.
Pourtant, The OG dit que Triple H ne sait pas au moins ce qu'il fait. D'un autre côté, oui, mais d'un petit côté, non. Parce que contrairement à Ava, elle a aucune idée de ce qu'elle fait. Et du coup, ben, je peux dire qui fait le bon taf entre les deux, même si, euh, même si ça reste encore discutable entre les deux parties. Clairement, clairement. Donc, bien sûr, Zarya la remplace. Blake Monroe. Ah, d'ailleurs, aussi, j'avais complètement oublié de dire, certes, j'avais cité les différentes tenues. Qui dit Halloween dit forcément tenue un peu spooky ou tenue spéciale. Bref, j'en passe des trucs. Et, et du coup, ouais, par contre, excusez-moi, vous entendez du bruit parce que j'en ai marre d'entendre du bruit. Je vais un petit peu couper. Donc, je poursuis à propos de ce match-là. Donc, à mon avis, c'est sûrement un work, cette potentielle blessure. Ou peut-être que c'est vrai, j'en ai vraiment aucune idée. Et d'ailleurs, au passage, Zarya, elle, elle qui incarne le côté forte et impitoyable, se trouve un peu dans un registre un peu ramolli. Certes, elle est très amie avec Sol Ruka. D'ailleurs, il y a 2 semaines de cela, elle avait combattu, je crois que c'était une semaine ou 2 semaines, je ne sais plus. Il y avait la bataille royale auquel elle s'est éliminée bêtement. Tout ça parce que Blake Monroe a attaqué Sol Ruka et du coup, oulala, il faut je viens en aide à ma copine. Ça, c'est le genre de truc que je déteste et auquel je ne peux pas forcément adorer ce genre de moment. Je suis sincèrement désolé, mais pour moi, c'est comme ça. Point. Donc, quand je vois un tel débilité se produire sous mes yeux, je me dis non, non. Là, je suis, ça me plaît pas. Ça me plaît clairement pas du tout et du coup, je préfère dire, ben, je préfère que ce soit Blake Monroe qui soit championne plutôt que les personnages fades comme Sol Ruka et Zarya. Parce que moi, à titre personnel, je trouve que Sol Ruka, elle défend pas tous les jours trop ses ceintures. Les seules fois où elle les défendait, c'est rarement dans un des événements PPV PLE et aussi dans les shows weekly comme NXT. Mais sinon, je me dis, je préfère que ce soit une qui remporte le titre et qui soit un peu plus combatif que ça. Et d'ailleurs, même le titre Speed n'est même pas rendu vacante. Donc c'est pour vous dire à quel point on se fiche de nous. Le match, j'ai pas trop forcément à dire si ce n'est que on a Blake Monroe qui veut se jouer stratégique et réussir à tout point de battre ces genres d'ennemis que sont Zarya et Sol Ruka, même si Sol Ruka elle est uniquement bah, pas loin du ring quoi. Et d'ailleurs, je crois qu'à propos de Sol Ruka, c'est pas la première fois qu'elle se blesse au genou, hein. La première fois, elle s'était blessée au genou à cause d'un spot mal effectué. Et là, ben, ça se reproduit. Un peu comme on pourrait dire avec Seth Rollins. À chaque fois quand le gars devient champion du monde, eh ben, ça lui arrive que de la merde, que de la malchance. Et je comprends pourquoi on veut pas le mettre en tant que ben, visage ultime de la compagnie, en sachant que il n'échappe pas non plus aux blessures. Et pourtant, c'est un perfectionniste qui revient toujours plus fort que jamais. Donc voilà. Concernant ce match-là, certes, ça commence à m'énerver. J'ai envie de passer à la suite. On a ce fameux segment auquel Zarya, elle se pète l'épaule. Et au moment où elle se pète l'épaule, eh ben, elle se met de dos face à Sol Ruka. Et au moment, ben, Sol Ruka bouscule Zarya près de l'épaule. Et là, on se dit, c'est une trahison? Est-ce que c'est une trahison? Rassure-moi, c'est une trahison. Eh ben non, c'était pour lui remettre son épaule en place. Mais je vais vous dire en toute franchise, je n'y croyais pas à quel point elle avait mal à l'épaule. À aucun moment je n'ai cru. Zéro interaction. Je me dis, ouais, c'est bon, ça y est, elle va faire genre qu'elle a mal à son épaule. Ouh là là, on doit avoir de la pitié pour elle. Et pourtant, elle repasse à la charge, elle a effectué son spire, et pourtant, que nenni, ça ne passe pas du tout, du tout. Donc, oui, ça poursuit. Puis ça va à l'extérieur. Je crois que Blake Monroe a voulu utiliser son peigne pour essayer de tenter la tricherie.
Je crois que ça va pas se le faire, puis ça va à l'extérieur comme j'ai dit. Et comme par hasard, comme par accident, Blake Monroe bouscule Sol Ruka et du coup elle a mal au genou. Et puis elle remonte dans le ring, Zarya s'occupe de elle. Et qu'est-ce qu'elle va faire cette gourde? Elle va aller à l'extérieur pour voir si Sol Ruka va très très bien. Et du coup, ça permet à Blake Monroe de bousculer Zarya sur Sol Ruka et qu'elle va effectuer sa double arm DDT. Et je crois qu'elle appelle ça le Glamour Shot. Donc elle va effectuer une deuxième fois, mais cette fois-ci dans le ring. Et là, c'est au compte de 3. Donc voilà, tout simplement, c'est victoire de Blake Monroe qui devient une championne nord-américaine de NXT, tout simplement. Donc ouais, je trouve que ça devait arriver tôt ou tard et que un changement de titre suffisait clairement, largement. Donc, en tout cas, j'espère que ça va permettre à Blake Monroe de défendre son titre plus souvent. Qui sait, qu'elle nous fait une Nathan Page, qu'elle nous montre à quel point elle peut donner du prestige au titre nord-américain. Et, euh, et voilà, au moins on n'aura pas grand-chose à citer, rien à dire de négatif. Ça aurait été mieux pour moi. Donc, tout simplement, victoire de Blake Monroe. Il est fort possible que ça va s'expliquer entre les deux jeunes femmes pour la défaite du titre. Possiblement. Voilà tout. Donc on était passé au troisième match. Maintenant au quatrième match. Et le quatrième match, eh ben, c'est pour le titre féminin de NXT entre Tatum Paxley accompagné par The Culling, donc équipe composée de Easy Dame, Nico Vance et Sean Spears, contre tout simplement Jessie Jane, accompagnée par les Fatal Influence, Fallon Henley et Lainey Reed. Et qu'avant, il y avait aussi Jasmine Nix, mais vu comment elle n'en fait plus partie. D'ailleurs, à propos de ces situations, je pourrais très bien vous en parler. À mon avis, c'est peut-être possible que Jasmine Nix ne revient plus à la WWE. En sachant que tout ça n'a pas été fait pour elle. Et du coup, maintenant, on se donne une raison de se dire qu'elle n'a pas su se faire un nom dans NXT, encore moins du côté de WWE. Et qui se sont dit, ben, on va trouver une autre, et c'est Lainey Reed, qui va peut-être correspondre très très bien au Fatal Influence. Même si je trouve ça très incohérent, l'idée de la personne qui a été capuchée, cagoulée, donner un coup de pied. Et ça, c'était Lainey Reed, hein. Apparemment, elle a été blessée au niveau du pied, mais apparemment, tout ça était qu'un work. Et du coup, ben, j'ai envie de dire, mais putain, arrêtez de nous mentir à tel point. Vous me cassez les couilles. Voilà, j'ai envie de leur dire, vous me cassez les fesses, vous me cassez la tête, vous me cassez les roubignoles. Tout simplement. Alors, concernant Tatum Paxley, comment elle a fait pour avoir un match solide contre Jessie Jane? Tout simplement, c'est qu'elle a remporté la bataille royale. Et là, on s'est dit, ok, c'est peut-être par coup de chance, alors qu'il y avait Easy Dame qui était pas loin de remporter le match aussi. Et quelque part, il y a peut-être une petite jalousie qui se crée en Easy Dame. Elle veut faire genre qu'elle est amie avec Tatum, mais on sait qu'à tout moment, elle peut peut-être tourner sa veste envers Tatum Paxley. Donc, pourtant, je m'étais dit au tout début à propos de Tatum, jamais à aucun moment elle deviendrait championne féminin de NXT, en sachant elle a ce petit côté creepy. Mais vu comment c'est Halloween Havoc, ça lui correspond très très bien ce côté creepy. Donc ça aurait pas été très déconnant en soi. Et pourtant, il y avait Jessie Jane qui l'avait sous-estimé, essayé de créer des tensions entre The Culling. Et la seule chose de réponse auquel j'avais pas aimé de Easy Dame, c'est quand elle prétend qu'elle gère d'une main de maître son groupe. Et là, j'ai envie de dire, mais what the fuck, meuf? C'est ton groupe, ça? Ce n'est pas ton groupe, c'est pas toi qui l'as créé, c'est Sean Spears. Donc, c'est le groupe de Sean Spears, c'est pas ton groupe à toi. Bref, des personnes comme ça qui se sentent pousser des ailes et qui se prétendent être chefs du jour au lendemain et qui veulent une opportunité sans attendre quoi que ce soit, ces gens-là me saoulent. Ces gens-là me saoulent.
Alors que tout simplement Tatum Paxley, elle a réussi à avoir sa chance en battant la plupart des catcheuses. Il y avait un match par équipe auquel elle avait perdu contre les Fatal Influence, et là on s'est dit, ah, c'est peut-être un signe comme quoi elle pourrait possiblement perdre Tatum Paxley ou pas. Ouais, pardonnez-moi un petit peu si j'ai le hockey, donc je m'en excuse. Donc certes, le match, j'ai pas trop grand-chose à dire, vraiment pas grand-chose à dire, si ce n'est que le match, c'est simple. Tout pourrait se résumer par de l'intervention. Je vous, euh, je vous raconte pas des bobards. C'est la pure vérité, que de la vérité, tout simplement. Et pardonnez-moi, je vais un petit peu couper parce que, à force d'avoir le hockey, je peux pas continuer comme ça. Donc, je poursuis parce que j'essaye d'essayer de calmer les rottements de hockey et aussi de pas entendre trop de bruit parce que j'en ai marre d'entendre que du bruit depuis tout à l'heure, quoi. Alors, le match, j'ai pas besoin trop à citer, si ce n'est qu'il y a eu certes des échanges de prises, de coups, et j'en passe avec Tatum Paxley et Jessie Jane. D'ailleurs, Pierre-Paul, j'espère que tu ne vas pas avoir le cœur brisé quand je vais annoncer la nouvelle, ou plutôt tu le sais déjà, mais je crois peut-être que tu pourras avoir le petit cœur brisé. Bien sûr, c'est pas pour me moquer de toi, hein, mais j'espère que tu n'auras pas le cœur brisé, si ce n'est que ce soit pour l'une ou pour l'autre, tu pourras toujours les aimer. Quoi qu'il arrive, Jessie Jane, ce sera toujours ta reine tribale à ton cœur. Tout simplement. Dans le match, certes, il y avait des interventions aussi. Il y avait intervention. Je crois que il y avait Sean Spears qui avait mis le pied de Tatum Paxi sur la première corde. Puis il y a du guet-apens entre les filles, quoi. Avec Fallon et Lenny Reed. Donc ça commence à se chercher des noises, à se battre avec Easy Dame. Donc ça se poursuit. Je crois qu'il y avait également, je sais pas, je crois qu'il y avait les catcheurs aussi qui avaient intervenu au bout d'un moment. Euh, je ne sais plus. Je sais plus, mais je sais que ça s'est battu jusqu'en coulisses. Et pourtant, il y avait l'arbitre qui dit toi, 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 au vestiaire. Donc tout le monde est au vestiaire, même les Fatal Affluence. Donc ça va se laisser seul au bout d'un moment entre les deux. Donc ça se poursuit les bagarres, bagarres et tout vaille. Et là, je me suis dit, oh putain, c'est sûr, elle va le faire. Tatum Paxley va le faire, elle va réussir. Et non, ça s'est pas fait. Encore, ça s'est pas fait. Puis, à la toute fin, ben, encore le culling qui arrive. Et vu comment ils ont pas écouté la leçon de rester au vestiaire, eh ben, ils veulent à tout prix rester. Pourtant, les Fatal Affluence se jettent sur les deux hommes. Et t'as Easy Dame qui fait diversion, qui prend le titre féminin d'NXT. Alors, ce coup de ceinture, c'est vrai que c'est un sacré énigme. À qui est-elle destinée? Je vous le demande, même si la réponse a l'air d'être simple. Il me semble que Easy Dame voulait cogner Tatum Paxley, mais heureusement, Tatum Paxley, elle a su se baisser au bon moment. Et pourtant, ben, Easy va se manger tout simplement son rolling elbow. Je sais plus comment elle appelle. Je crois que c'est rolling elbow, je sais même plus quoi. Et puis, t'as Tatum Paxley qui a l'avantage et qui va être opportuniste en utilisant sa prise finish, le Cemetery Drive. Donc, elle va effectuer sa prise de Cemetery Drive. Et c'est au compte de 3. Non, c'est pas pour déconner. Tatum Paxley a battu Jessie Jane en devenant la nouvelle championne féminin de NXT. Quoi demander de mieux? Donc c'est celle qu'elle a été intégrée dans The Culling il n'y a pas si longtemps. Elle a une chance pour le titre de Jessie Jane et elle devient championne. C'est sûr, pour Easy Dame, je suis sûr qu'elle l'a en travers de la gorge. Et qu'à tout moment, elle est fort possible qu'elle peut trahir Tatum Paxley. C'est possible. Dans la vie, tout est possible. Et là, pour l'instant, ça célèbre entre les équipes. Et du coup, les gens chantent tu le mérites.
Ouais, comme d'habitude, ils aiment dire ça, tellement que ce sont des marionnettes qui doivent chanter pour tout et n'importe quoi. Ça, on le sait d'ailleurs. Mais bon, victoire de Tatum Paxley, c'était sympa qu'elle ait remporté le titre. Même si je reconnais que Tatum Paxley, elle avait commencé à être championne en tant que championne la plus prenable, la plus battable, et pourtant elle nous a prouvé tout le contraire, et pourtant ça se termine avec une fin auquel elle perd le titre. Too bad. Too bad pour Jessie Jane, même si je reconnais pour Pierre-Paul, ça restera toujours sa reine tribale de cœur. Et maintenant, peut-être qu'elle a trouvé sa petite poupée chérie au nom de Tatum Paxley. Donc je dis ça pour peut-être te dire que, que tu aimes l'une pour l'autre ou toutes les filles, tu as le droit d'aimer quoi qu'il arrive, tout simplement. Ensuite, match numéro 5, et de toute façon plus que deux matchs après c'est terminé, c'est un match de Broken Rules pour les titres du monde par équipe de NXT de la WWE. Donc oui, un match où tout est permis, match brisé comme ils aiment appeler, entre The Dark States avec Dion Lennox et Osiris Griffin, accompagné par Cutler James et Sakon Sugar contre les Broken Hardy Boys, ou plutôt les Broken Hardy, ou les Hardys, bref, tout simplement. Vous savez, c'est les Hardy Boys, tout simplement. Avec The Broken Brother Nero Jeff Hardy et The Broken Matt Hardy. Donc oui, les champions par équipe de la TNA et de la NXT, en sachant que c'était eux qui avaient battu le Dark States lors du Showdown. Je vous ai expliqué pourquoi ce show s'intitule Showdown et qu'ils ne se sont pas fait chier à choisir d'autres noms. Eh ben c'est simple, ils se sont soumis au gouvernement israélien pour changer de nom et du coup voilà comment on est arrivé ainsi. Bref, j'ai pas trop envie d'en parler là-dessus, ce n'est que ça commence un peu à me saouler tout ça. Le match en soi, faut dire ça a été, tout est permis, tout était permis et du coup on s'est dit à 4 contre 2 c'est sûr c'est victoire facile de Dark States et pourtant ce sont les deux vieux briscards, certes ils sont jeunes en âge mais de leur apparence ils paraissent un peu vieux et pourtant c'est eux qui les tabassent les petits jeunes pour montrer à quel point on est peut-être vieux mais on a encore de la patate, un truc que vous ne l'avez pas encore. Donc c'est sûr, à 4 contre 2, c'est sur le Dark States. On pourrait se dire qu'ils se font un petit peu passer pour des fiottes, même si on sait on apprécie toujours l'une des meilleures équipes de tous les temps, à savoir les Hardy. On a eu des tas de spots, notamment des spots avec des tables, des chaises et des échelles. Bref, ce sont style Hardy dans le texte, vu comment on sait que leur spécialité ce sont les tables, les échelles et les échaises. Enfin, les échelles et les chaises, quoi. Excusez-moi si je me gourse parce que j'essaie de me concentrer, mais à chaque fois je suis un petit peu distrait de ce qui se passe de mon petit côté. Donc voilà, ça c'est vraiment désolé. Donc ça s'envoie des gros spots. Et à un moment, il va y avoir un tournant dans le match. C'est quand Jeff Hardy veut effectuer sa Swanton Bomb du haut de d'échelle. T'as Osiris Griffin qui s'enlève et ça va permettre à Jeff de tomber très mal au sol, même si heureusement qu'il a toujours des réflexes de bonne chute. Mais ça lui a forcément atteint. En même temps qu'on est âgé et qu'on est cassé de partout, que ce soit pour l'un et pour l'autre. À force d'avoir le corps trop meurtri, on finit à être de plus en plus meurtri de quoi qu'il en coûte, quoi. Et que c'est un peu dommage d'aller voir dans ces circonstances-là. Ça poursuit à nouveau des tentatives de prise, des twist of fate, des Swanton bombs. Et ça innove à deux aussi avec les Hardy. Et pourtant, tout ça va se jouer contre eux avec un Matt Hardy qui est tout simplement dans le coin et qui est pendu par les pieds. Puis ils vont s'emparer tout simplement de Jeff Hardy pour effectuer le genre de Doomsday Device mais du haut de l'échelle. Donc il atterrit à travers la table, Jeff Hardy, pardonnez-moi, et c'est lui qui subit le pin. Donc c'est victoire de The Dark States qui récupère le titre. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit, c'est sûr et certain, ils vont
encore les mettre en avant pour qu'ils soient encore champions. Et du coup, ben moi, je vais peut-être pas les accepter comme il se doit. Et du coup, voilà tout, quoi. Victoire de Dark States, et qu'est-ce que j'en avais à faire, quoi. Si ce n'est que pour moi, il y a une part de leur crédibilité qui s'est un petit peu envolée, selon moi, et que ça s'est un petit peu dégradé, je vais pas vous mentir. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce match-là. C'est pas que le match était pas bon. Le match était bon, mais sans plus. Pareil pour celui du début, mais sauf que voilà, c'était du pur divertissement pur et dur. Le deuxième, très très excellent, j'ai rien à dire. Le troisième, un petit peu moins, mais toujours aussi cool à regarder. Le quatrième, excellent. Et le cinquième, bah pas mal, sans plus. Et maintenant, on passe directement au main event. Oui, tout simplement le main event. Pour le titre du monde de NXT de la WWE, entre Ricky Sainz contre Trick Williams. Je pense que c'est un match de la dernière chance pour Trick Williams, ou peut-être pas. Je sais pas si c'est sa dernière chance ou tout simplement il aura encore d'autres opportunités, vu comment monsieur ne fait que se plaindre de s'énerver de ses échecs, toujours à blâmer les autres. Je parle bien sûr de Trick Williams. Et pourtant, je trouve que Trick Williams, il est temps pour lui de faire ses preuves dans le roster principal. Il n'y a, il y a que cette solution auquel je pourrais dire. Pour moi, il n'a pas besoin de réattraper le titre TNA, le titre NXT. Pour moi, il n'en a plus besoin. Il n'en a plus besoin. Selon moi, il devrait être dans le roster principal, soit SmackDown, soit Raw. Je, je pense que pour lui, il pourrait montrer à quel point il a du potentiel d'être star. Parce que c'est vrai que le personnage de Trick Williams, c'est vrai que c'est un peu un personnage de tête à claque. Un coup qu'on le voit, on a envie de lui mettre des baffes parce qu'il nous casse les oreilles à se prétendre être une star, qui mange à la table des trios tels que John Cena, The Rock et Batista. Enfin, bref, des tas de trucs auxquels je peux pas croire, c'est des trucs de beaux parleurs, que seuls des beaux parleurs peuvent s'inventer une vie. Donc, euh, donc voilà tout. Et pourtant, tu as Ricky Sainz qui montre à quel point il peut avoir les épaules pour être champion et qu'il déteste le mauvais comportement de Trick Williams et que lui aussi, il a envie de le corriger. Et du coup, ça va se corriger tous les deux. Tout d'abord, ben, Trick Williams, il attaque de manière très nerveuse. Pourtant, c'est lui qui dit que son adversaire est nerveux, alors que c'est plutôt lui qui est nerveux. Donc, un peu de logique, garçon. Un peu d'honnêteté aussi. Parce que si t'es pas honnête, ben, tout simplement, à aucun moment on y croit de ce que tu dis. Donc il y a des attaques et tout. J'en passe des trucs. T'as Trick Williams qui a la faveur du public entre un mélange de applaudissements et de sifflets. Selon moi, j'aurais préféré le huer parce que tout simplement c'est un heal et un heal n'est pas fait pour se faire apprécier. Je préfère vous dire ça de manière très concrète. Donc voilà tout. On a les échanges. Puis il y a un moment dans le match, j'ai cru que c'était la fin pour Ricky Sainz et auquel, ben, après un spot avec la table, je crois, le bouquin à travers la table et qui va le mettre dans le ring, il allait faire son trick shot et j'ai cru qu'à ce moment-là c'était fini de Ricky Sainz. Je me suis dit what the fuck. Oh putain, je croyais que c'était la fin. Oh, qu'est-ce qu'ils nous ont fait cru. Ils nous ont fait croire que ce serait sûrement la fin, mais oh, c'était pas loin. C'était vraiment pas loin. Et puis il a voulu encore faire des tonnes tricks, notamment utiliser son trick shot, mais ça ne passera pas. Clairement, ça ne passera pas. Puis ça fait des échanges de passe-passe, de, de celui qui court partout pour éviter de se manger une prise. Et pourtant, Ricky Sainz va l'intercepter en le plaquant au sol avec un spear. Donc il va effectuer un spear sur Trick Williams. Et il va effectuer sa Tornado DDT. D'ailleurs, je pense que sa Tornado DDT, c'est un peu son finish. La dernière fois, j'avais dit, peut-être dans un message, ou peut-être quelque chose comme cela dans une vidéo, auquel certes Ricky Sainz est peut-être pas très massif, pas très très grand, et pourtant il arrive
à soulever avec une prise qui paraît un peu risquée. Mais ça, c'est quand c'est des personnes de son gabarit. Mais aussi non, quand c'est un heavyweight, je pense pas qu'il utiliserait sa prise pour parvenir à sa fin. Et là, ben, il aborde le plus simple, le Tornado DDT. Et il a suffi d'un seul Tornado DDT pour en venir à bout de Trick Williams. Vous commencez à réaliser comme quoi ben, tout ça est un peu du rentre-dedans, un peu, euh, un peu loufoque, comme quoi ben, il a suffi d'un seul prise et qu'on perd. Peut-être que cette prise pourrait avoir une signification d'être protégée, et pourtant c'est quand même Ricky Sainz qui conserve le titre, et c'est lui qui clôture la soirée de Halloween Havoc. Tout simplement. Donc voilà tout. À part quelques news que je voulais en citer tout de suite, il y a les news comme quoi il y a deux catcheurs européens qui pourraient faire leur début à NXT, vu comment ils sont au Performance Center ou peut-être dans un autre programme de la WWE. Eh ben, le catcheur français, un certain Aigle Blanc, et notre catcheur belge national, un certain Magdi Vecchio. Donc pour ça, ben, on est très content pour eux qu'ils ont su bah, avoir une chance d'être signé à la WWE. Et maintenant, bah, leur futur ne dépend que de eux deux. Et voilà, donc c'était sympa. Le show en soi, Halloween Havoc et un petit peu de la AAA était sympathique. Le Evolve, pas du tout. Pas du tout, il était pas du tout sympathique. Mais les deux étaient plutôt sympas, mais sans plus. À part quelques rushs que j'ai vus dans le show AAA, mais sinon, voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc c'était magnifique, et maintenant je passe à la conclusion. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.